Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette vidéo, Hande Ersöz Demirdağ et moi, César Sinanlar Uslu, nous allons vous présenter Mario Prassinos, peintre, écrivain et une personne pluriculturelle dans le contexte de la conférence Transmosaïque Istanbul 2021. Bonjour, donc nous allons l'intitulé de notre travail est Mario Prassinos étant l'auteur-interprète d'un artiste, d'un écrivain et d'une personne pluriculturelle. En ce qui concerne le plan et la structure de notre travail, nous allons vous présenter une bibliographie et les activités artistiques de l'artiste. Et nous allons également vous présenter quelques singularités que nous avons repérées dans sa production artistique et littéraire. Alors, je crois que je peux commencer. Il y avait 5 personnes vivant dans l'appartement numéro 5 de Topçubaşı. La grand-mère italienne Anastasia Saltelli, le beau grand-père français Prétexte Lecomte, la mère Victoria, le père grec orthodoxe Lysandros et le nouveau-né Mario. C'était une famille cosmopolite de père normale, assez commune dans l'Empire ottoman de l'époque. La vie artistique des hommes de la famille a certainement eu un impact direct sur l'atmosphère de la maison dans laquelle Mario est né. Du point de vue d'un enfant, une pièce remplie de peintures, de palettes, de pinceaux et de boîtes remplies de mosaïques de son grand-père, et les livres, photographies, cartes et dessins de son père recouvrant les murs d'une autre pièce. Dans cette maison multilingue, ils avaient eu l'habitude de parler un mélange d'italien, de la part maternelle et de français entrelacé de mots grecs et turcs. Mario, enfant élevé dans ce milieu. Au dehors, Istanbul, la capitale, en route vers l'occupation et l'Empire ottoman, sur le point de se désintégrer. Ainsi commença une époque où le cosmopolitisme en effet jugé dangereux. Lysandros, le père, avait été ajouté à la liste des personnes recherchées par les soldats ottomans et avait été aliéné de la Grèce pour avoir préconisé le grec démotique, la forme vernaculaire moderne de la langue grecque. Alors que l'armée grecque se retirait d'Izmir en septembre 1922, les laissés pour compte furent confrontés à un choix difficile, rester ou partir. Donc la famille Prassinos a quitté la ville pour Nanterre. Les foules de Pera, la douce odeur des fleurs à Büyükada, tout cela a été installé dans la mémoire en même temps qu'ils ont dû les abandonner. Ce n'est que 5 ans depuis leur arrivée à Nanterre, Victorine, la mère de Mario, a décédé à l'âge de 32 ans. Les années 20 ont été une période dominée par les différents courants soufflant à travers la porte que le modernisme avait ouverte en Europe. Le surréalisme répandu si rapidement sur un territoire si vaste que dans les années 30. Au cours de ces années d'interconnexion des différentes branches de l'art, l'éditeur et traducteur Henri Parisot, étant en contact avec Mario pour ses illustrations, découvre très vite le talent de Gisèle, la sœur de Mario, qui a 14 ans seulement. Parisot ne perd pas de temps pour présenter ces 2 jeunes brillants à André Breton. Paul Éluard, René Char, Benjamin Perret et Man Ray, qui a pris ces photos. Alors que des personnalités littéraires, des artistes et des cinéastes sont en train d'ouvrir la voie du surréalisme, le père Lysandre est mort en 1936. Mario et Gisèle quittent Nanterre pour Paris avec leur beau grand-père Prétexta et leur grand-mère Anastasie et s'installent rue Bérite dans le 6e arrondissement de Paris. Entre les années 1944 et 1967, Mario illustrait les couvertures des livres des auteurs connus comme Jacques Prévert, Simone de Beauvoir, Hans Arbre, William Faulkner, Apollinaire, Camus, Kafka, etc. Dans la carrière d'art, Mario faisait aussi des costumes et des décors pour Jean Vilar.
directeur du Festival de théâtre d'Avignon. Ces voyages à Avignon ont ouvert un nouveau terrain de découverte pour Mario, surplombant les Alpes au sud d'Avignon. Égalière avait un paysage si grandiose que Mario et sa femme Io ont décidé d'y installer sans hésitation en 1951. En effet, Égalière était l'endroit parfait où l'artiste s'approche à se tourner dans son monde intérieur, d'où sortiront les séries d'Alpi et les tapisseries très colorées sous les turqueries et la rose turque. Tout en continuant à vivre à Égalière, Mario a loué aussi une maison sur l'île de Spetses pour passer l'été avec sa famille et ses amis. Là-bas, Mario commençait à la série des cypresses, qui faisait également allusion à son regard d'enfance par les terrasses de leur maison à Galata vers Üsküdar. Puisque les cypresses symbolisent les images dans les mémoires d'un enfant, l'île de Spetses pourrait aussi considérer un remplaçant de Büyükada avec ses mimosas. Dans ces années, Mario trouva soi-même le courage de faire des portraits qui lui mettront directement sur le chemin de se rappeler, connaître ou bien réfléchir sur la mémoire. Tout d'abord, avec les portraits de Bessie Smith, chanteuse de jazz, il a voulu questionner comment on pourrait faire un portrait de quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, sans avoir des souvenirs propres en mémoire, comment l'artiste peut exercer de faire un portrait. Avec les études de Bessie, Mario commence à reconstituer ses souvenirs de son beau grand-père, Pretexta, en leur mettant de voyager à travers son subconscient. En poursuivant ses travaux de gravure et de sérigraphie entre les années 1971 et 80, Mario a simultanément donné vie à la série des paysages turcs. Ces paysages sont aussi la suite des portraits dans lesquels on le poussait vers son subconscient. Les paysages turcs contiennent non seulement des traces d'une partie que l'artiste a conservée dans les mémoires, mais ils sont également constitués des scènes nocturnes, d'obscurité et de quiétude dans lesquelles les arbres sont le centre, tandis que Mario disait, je cite, « Les gens ne connaissent pas les choses ou les personnes, ils s'en souviennent. » La série Supplice qu'il a créée pour la chapelle Notre-Dame de Pitié à Saint-Rémy de Provence peut être considérée comme une continuation et un aboutissement de la série des arbres. En effet, ces exemples constituent des œuvres terminées dans les 10 derniers jours de la vie de l'artiste qui a décédé le 23 octobre 1985. Alors que Mario a dépeint de nombreux arbres avec une diligence louable au cours des 5 dernières années de sa vie, il a également écrit le livre semi-biographique et semi-fictif La colline tatouée, qui était sa deuxième œuvre après le livre Les Pretexta, publié en 1973. En revisitant toute sa vie dans ce livre, l'artiste a redécouvert et extrait des détails sur lui-même et sa famille cachée au plus profond de sa mémoire. Et recourant parfois à la fiction, il a partagé ses réflexions avec les lecteurs. Au cours de sa vie, 69 ans, qui a commencé avec le surréalisme, s'est terminé avec son propre iconographie de son subconscient. Les souvenirs que l'artiste gardait pour lui se sont souvent rencontrés et se soutenant mutuellement, ont réalisé une forte collaboration sur la toile ainsi que dans ces 2 œuvres semi-autobiographiques. Alors, je passe maintenant la parole à ma collègue Hande. Merci. Alors, en lisant La colline tatouée, plus précisément la partie intitulée La troisième conquête de Constantinople, où l'auteur, qui n'est jamais retourné à sa ville natale, fait découvrir au personnage Istanbul et l'appartement où il avait vécu, quelques éléments ont tout de suite attiré notre attention. Il s'agit plus exactement des termes gâteau sec
qui se trouve dans le passage que vous voyez, où il parle du passé dans l'odeur des cigarettes, du café et des gâteaux secs. Eh bien, par réflexe, notre première impression a été qu'il pourrait s'agir d'une erreur de traduction ou d'une maladresse. Ce texte aurait pu être rédigé dans une autre langue, puis traduit. Or, ce livre a été écrit en français et par Prassinos lui-même. Il s'agit de ses propres paroles. Alors, pour aller plus loin, nous avons creusé sur ces éléments qui nous paraissent bien singuliers. Donc, nous avons fait une recherche axée sur les termes gâteau sec et sur les différentes potentialités autour de ce concept. Et nous avons trouvé un certain nombre d'éléments, de termes faisant référence à l'Occident et d'autres termes, plus précisément gâteau sec, faisant référence au Maghreb. Nous avons aussi cherché à trouver à ce qui pourrait correspondre à cette appellation dans les langues avec lesquelles Prassinos serait en contact, à savoir le grec et l'italien. Le résultat, aucun indice autour du concept sec. En revanche, kuru-pasta, donc gâteau sec, si l'on traduit littéralement, ce terme est très usuel en turc. Alors, pour aller plus loin, nous avons cherché à trouver comment étaient nommées ces spécialités à l'époque à Pera. Et comme nous le montrent ces documents, l'usage commun pour ce genre de produits alimentaires apparaît comme gâteau et non pas gâteau sec. Mais pourquoi Prassinos aurait-il utilisé les termes gâteau sec qui nous évoquent une traduction mot à mot maladroite de kuru-pasta? C'est très singulier. Serait-il possible de le considérer comme une des répercussions de la culture turque qui émerge de l'inconscient de l'artiste, comme un des fragments qui se trouve dans une entité hybride? Sur ce sujet, donc, Michael Cronin et Sherry Simon mettent en exergue la notion de médiateur, donc, et d'identité hybride qui apparaissent dans les milieux multilingues et interculturels. Donc, ce phénomène semble bien correspondre au concept, à l'idée d'hybride, d'identité hybride, de culture hybride mise en relief par Cronin et Sherry Simon. Donc, ce document est très parlant et résume bien l'environnement hybride dans lequel se trouvait l'artiste. Et donc, ce document illustre bien la culture hybride. Comme vous pouvez le voir, nous remarquons des passages en français, en grec, en ottoman, donc. Et en considérant Pera et l'entourage de Prassinos, ces éléments peuvent être considérés comme une des pièces d'une mosaïque faisant partie d'un tout, comme le dit Prassinos, comme un des codes, des fragments comme un des codes signifiant sa propre représentation. En ce qui concerne son tableau intitulé Cafetière, eh bien, cette représentation picturale nous semble bien singulière aussi, car cafetière, l'ustensile cafetière ne correspond pas à l'image évoquée dans le tableau, ce qui semble y faire allusion semble plutôt la théière, donc l'ustensile de 2 parties utilisé en Turquie, et aussi l'ustensile qu'utilisaient les marchands ambulants de limonade ou les vendeurs de charbet, qui étaient très populaires à l'époque à Pera. Donc, l'image de cafetière et de théière apparaissent comme des lieux de confrontation au processus de traduction,
comme évoqué dans le travail intitulé « La véhiculation du sens dans les langues éloignées en interprétation de conférences ». Donc, certains effets culturels constituent un point de résistance en traduction, mais apparemment, Prassinos a surmonté ce problème en faisant recours à la notion d'hybride. Donc, pour lui, ce n'est plus un problème, apparemment. Ainsi, dans sa production artistique et tout au long de sa production artistique et littéraire, à savoir plus de centaines de peintures, de dessins, de gravures et tapisseries, ainsi que 2 ouvrages, eh bien, tous sont imprégnés de souvenirs cachés qu'il puise du plus profond de son lointain intérieur, des fragments qu'il utilise pour former une mosaïque. Donc ici, nous pouvons observer les traits calligraphiques dans ces tableaux. Et même dans son autoportrait, Prassinos transporte son habitus d'autrefois et vous pouvez voir, vous pouvez tout de suite remarquer l'appartement où il vécut étant enfant, la fameuse terrasse donc. Et dans le tableau suivant, le tableau d'en bas, pour Prassinos, donc, son histoire, tous les flambeaux de son histoire apparaissaient à la surface au moyen de ces tableaux. Ici, en bas à droite, ce tableau nous fait penser à Istanbul avec ses 2 rives. Et ce qui surgit au premier plan apparaît comme un des symboles iconiques de Prassinos, l'arbre. Et dans ses racines, l'ombre d'un homme semble s'entrevoir. S'agit-il de Prassinos? Peut-être. En ce qui concerne le film documentaire réalisé par Daniel Lecomte, Prassinos dit qu'il avait peint les paysages turcs en regardant le paysage qu'il avait devant les yeux, devant lui. Ainsi, on peut retrouver tous les éléments qu'il a transportés comme étant les pièces d'une mosaïque. Et à la quête de ses racines et de soi-même, les paysages qu'il peint deviennent autobiographiques. Selon lui, un groupe de cyprès est un portrait de famille et un portrait de famille est un groupe de cyprès. Pour lui, la mosaïque est un lieu de rencontre. Donc, dans les Prétexta, où il explique la mosaïque que son grand-père Prétexta avait réalisée, ayant pour objet Sainte-Geneviève, il fabriqua aussi, son grand-père, un fameux Père éternel, tympan de la façade d'une église d'Istanbul. Et je cite, « Le souvenir que j'en ai gardé a-t-il provoqué l'aspect mosaïqué des portraits mentionnés plus haut, les premiers où la couleur intervient? Cela pouvait être une référence technique inconsciente ou tout simplement une rencontre. » Donc, ici, vous voyez l'ouvrage de son grand-père, la fameuse mosaïque à l'église Métamorphosis à Chichli. Et dans l'image suivante, ici, vous voyez les Prétexta, le portrait de Prétexta fait par Mario Prassinos, et nous pouvons repérer la technique picturale inconsciente peut-être, mosaïquée, qui apparaît comme l'héritage hybride et pictural aussi. En guise de conclusion, on peut dire que la production de Prassinos plonge ses racines dans un habitus bien particulier, mettant en relief les répercussions d'une zone d'interaction intense entre langues et cultures et espaces. Ce que nous avons tenté de mettre en relief vont dans le sens d'une identité hybride, plus précisément une identité établie par une multitude de fragments. Comme il l'explique dans les Prétexta,
qu'il qualifie comme parcours d'une méditation parallèle à son travail pictural, Pressinos présente le récit de son passage du figuratif à l'abstrait en mettant en exergue de nombreux fragments qu'il puise de son lointain intérieur, en notant les limites et les frontières, afin d'établir une densité, une entité anonyme, en d'autres termes, une mosaïque. Pour terminer, notre étude montre que certains éléments susceptibles de paraître au premier regard comme étant des erreurs ou des maladresses de traduction ou de formulation ou des singularités, eh bien, ces éléments ne sont pas forcément des erreurs ou des maladresses. Ce qui s'en dégage montre qu'il peut s'agir d'indices révélateurs d'une identité hybride indiquant une perméabilité telle que l'exemple singulier gâteau sec et cafetière. Et comme piste de recherche, on peut se demander comment serait-il possible de transmettre, de traduire ou d'exploiter les points comportant de tels éléments de culture et d'identité hybride sans rien omettre. Nous vous remercions de votre attention. Merci. Merci. Merci.